Nous avions en juin des prévisions qui nous permettaient d'envisager l'avenir avec une certaine sérénité, à savoir que face à une dette qui, pour 18 milliards 6 ou 4, a été générée par le Covid, nous étions en capacité, grâce à nos excédents annuels futurs, de faire face à nos échéances de remboursement, puisque nos dettes venaient à maturité un peu chaque année, et tout coïncidait vraiment très très bien. Nous en étions là avec nos prévisions qui étaient, on va dire, raisonnables. Et puis l'État, en juin, nous a annoncé qu'au lieu de 4 milliards d'excédents en 2023, nous allions faire 7 milliards. Quelle bonne nouvelle! Mais il s'agissait de projection et pas de prévision. Et la différence, c'est que pour une projection, on part de son objectif et on le traduit en chiffres. C'est ce qu'a fait sans doute le gouvernement. Ou alors le gouvernement a considéré que, puisqu'il n'avait pas réussi à faire les poches de l'Agirc-Arrco, il allait se rattraper en faisant les poches de l'Unédic, où il avait plus de moyens, et notamment réglementaires, législatifs, etc. Donc en fait, nous ne savons pas quelle est l'intention du gouvernement. Est-ce que c'est une vengeance face à des partenaires sociaux qui ont résisté? Est-ce que c'est un moyen détourné de récupérer, j'allais dire un peu d'argent, mais en fait ça fait 12 milliards, ça fait beaucoup d'argent. Toujours est-il qu'en décembre 2023, nous avons dû faire un chèque de 2 milliards, parce qu'évidemment ces mesures étaient rétroactives. Et finalement, au bout, et on pourra, je reviendrai sur les chiffres, mais au lieu de... Alors nos 4 milliards de début, à cause de la conjoncture, avaient été un peu dégradés. On arrivait à 3 milliards 6 pour l'année 2023. Mais fin décembre, dans les derniers jours de décembre, nous avons fait un chèque de 2 milliards qui ramenait notre excédent à 1 milliard 6. Et pour nos prévisions de 2024, qui était le support de notre stratégie financière votée en Conseil, c'était encore 2 milliards de moins. Et la marge de manœuvre que nous avons avec 1 milliard, c'est plus que l'épaisseur du trait, puisque en fait, un petit rien d'évolution de conjoncture peut avoir des conséquences importantes. Donc en fait, nous avons à faire face au remboursement de notre dette. Nous ne sommes plus en moyen de le faire, puisque nous allons devoir, en 2024, réemprunter pour rembourser la dette passée, alors que nous n'aurions pas eu à le faire. Voilà pour ce que je voulais vous dire en propos introductif. Vous avez aussi évoqué les ponctions. En réalité, les seules ponctions ou prélèvements que nous connaissons qui sont officiels aujourd'hui, c'est la non-compensation des exonérations. Alors, puisque vous demandiez à quoi on pouvait s'attendre, comment on est informé, en fait, au-delà des montants, il y a une règle qui vient d'être enfreinte, c'est que depuis des décennies, depuis que des exonérations ont été mises en place, c'est l'exonération Fillon par exemple, mais avant ça, il y a eu tout le dispositif de gestion de la sécurité sociale, mais les compensations des exonérations n'étaient pas systématiques. Et il restait à l'URSSAF à peu près 4 milliards par an, il y a encore 5 ans, d'exos non compensés. Mais toutes les autres, et ce sont des sommes vraiment importantes, en dizaines de milliards, sont compensées à l'euro par l'État. Et tout ce qui a été décidé effectivement depuis les premières exos Fillon a été compensé. Et c'est valable pour tous les organismes de sécurité sociale, c'était valable pour l'Unédic. Et tout d'un coup, ce qui était une règle, nous avions compris que c'était une règle d'or. Ce n'est plus une règle d'or. Et finalement, c'est ça qui est peut-être... Alors, jusqu'où ça va aller, on n'en sait rien. Mais le principe est tout aussi anormal que le montant. Et que ce qui nous arrive à nous, Unédic. Alors maintenant, à la question à quoi vous vous attendez, en fait, je ne sais pas, puisque il y a eu une... Alors, c'est pas une dérogation, c'est un coup de canif. Il peut y avoir un deuxième coup de canif. Donc, nous sommes vigilants, mais nous ne pouvons que communiquer sur cette réalité, mais qui peut toucher d'autres branches de protection sociale. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête non plus. Alors, et quant aux 11%, le 11%, c'est vrai qu'en juin, il devait passer à 12, 13, etc. C'est donc le financement de France Travail, anciennement Pôle emploi,
par l'UNEDIC. Au passage, l'UNEDIC finance 80% du fonctionnement de Pôle emploi. Le reste, c'est l'État. Et c'est ça qui est en discussion, d'ailleurs, ce montant-là, dans le cadre des derniers échanges sur la convention tripartite. Mais nous, ce qu'on connaît, c'est ces 80%. Et ils augmentent mathématiquement parce que c'est 11% de nos recettes de l'année N-2. Alors en 2022, la référence était 2020. Donc effectivement, ça avait chuté. Mais avec la restauration de nos recettes, finalement, ça fait beaucoup plus d'argent qui rentre dans les caisses de Pôle emploi arithmétiquement. Alors on pourrait se dire ça devrait leur suffire. Mais c'est vrai qu'il y a une ambition dans France Travail. Et là aussi, on n'est pas opposé à réfléchir. Mais si on finance... Alors il y a un principe qu'on pourrait... avancer, c'est qui paye décide. On n'en est pas là parce qu'on est vraiment, on œuvre pour, je dirais, l'intérêt général, le bien commun. Donc en fait, il faut qu'on s'y mette tous, mais au moins qui paye participe à la décision. Et c'est ça qui manque. Et surtout, qui paye évalue. Et c'est peut-être là aussi qu'on doit faire des efforts, c'est-à-dire que, et dans la future convention tripartite, on y a porté pas mal d'attention sur les indicateurs. C'est important que France Travail, notre opérateur, nous rende compte de la façon dont il utilise cet argent, c'est-à-dire prévu passé, et ce qui pourrait être augmenté comme contribution.